Alors moi je dors très mal, je suis insomniaque. Le tabac par exemple, il agit sur mon corps et il me rend moins stressé. Je crois que c'est aussi dû au fait que je suis beaucoup sur mon téléphone et que je suis un peu addict à la dopamine de mon téléphone. En troisième, je me suis rendu compte que je pouvais plus juste rien faire et qu'il y avait beaucoup de travail derrière et que j'étais en échec en maths. De transposer quelque chose sur un petit peu comme quand on veut essayer de se taper autre part pour avoir mal autre part et pas penser à la douleur de base. Depuis que je suis scolarisée, je pense depuis vraiment l'école, les enfants sont méchants. Ouais. Et du coup, ça n'a pas pu faire forger une belle confiance en soi dans le fil des années, quoi. Bienvenue dans l'émission Le Canap. Nous allons aujourd'hui interviewer 3 personnes pour justement établir ce qu'on considère comme étant le lien possible entre nos émotions et les affections psychosomatiques, c'est-à-dire les symptômes que l'on peut vivre en termes physiologiques, et également les comportements compensatoires, globalement ce que les personnes appellent les addictions. Nous remercions bien sûr ces 3 personnes d'avoir participé à l'émission. Et je vous laisse découvrir dès maintenant leurs témoignages et bien sûr mon décryptage. Les périodes où j'ai rien à faire, aucune révision, je fume pas. Et dès que ça recommence, je me remets à fumer des clopes par exemple. Et je sais que le tabac par exemple, il agit sur mon corps et il me rend moins stressé. Mais c'est aussi une manière de m'échapper de la session de révision pour faire une pause ou ce genre de choses. Alors là, c'est fantastique puisqu'on voit particulièrement la fonction qui a été donnée au tabac. Effectivement, dans un mécanisme de compensation, dans un mécanisme dit addictif, il y a toujours une fonction. La fonction ici, c'est une pause. Autrement, moi je me suis rendu compte beaucoup dans ma vie que je regardais beaucoup les écrans et que j'échappais à beaucoup de choses avec ça. Et ça par contre je l'ai enlevé, donc j'ai enlevé les réseaux sociaux et tout pour pouvoir vivre plus pleinement mes émotions et moins me cacher. Là, on a une technique qui est employée qui s'appelle le contrôle. Et donc là, la personne prend directement la main sur sa vie en enlevant les éléments qui semblent ne pas être cohérents ou pertinents pour son équilibre. Donc c'est vrai que les mécanismes d'évitement, il y en a plein. Et la société d'aujourd'hui, elle pousse vraiment à se mettre dans des procédés comme ça pour plus vivre pleinement les choses. Je pense que ça enlève une partie très importante de la vie au final. Mécanismes d'évitement, comme il dit, il y en a plein, mais c'est pas la société qui nous pousse, c'est nous-mêmes qui trouvons ce qu'on a autour de nous. Heureusement, on a encore le choix. D'après toi, comment ça se fait que les examens ce soient si difficiles à vivre ? Alors là, vous voyez, j'ai posé une question de telle sorte à rester toujours général. À ce moment-là, la personne me donne des arguments qui correspondent à ce que toute personne peut me fournir par rapport au contexte. Principalement ce que j'appelle l'environnement extérieur. Déjà, ça... Par exemple, quand on est en licence, on sait que nos résultats de licence, ils vont dépendre pour notre acceptation au master qu'on veut, si on veut un master. Et donc, la barre est très haute. En plus, à l'université, les étudiants, ils ont leur cours à l'université. Aussi souvent, ils vivent seuls. Moi, par exemple, je dois avoir je fais de l'intérim à côté. Du coup, le temps, il est réduit. En plus, c'est très difficile d'avoir une discipline impeccable et de bien réviser, bien travailler. Donc, des fois, on a aussi besoin de moments où on veut être tranquille. Et donc, le mélange de tous les endroits de nos vies comme ça, où on doit travailler, en plus, on doit gagner de l'argent, et puis aussi, on doit un peu se reposer, ça met beaucoup de pression. Et justement, les mécanismes d'évitement, ils permettent de diriger ailleurs un peu le poids de cette pression-là, et de réussir à mieux gérer sur tous les plans, je pense. Ouais. On a une liste relativement exhaustive, en tout cas la personne tente qu'elle soit la plus complète possible pour évoquer toutes les influences extérieures qui vont déclencher ce qu'on appelle la pression. Donc là, on est vraiment sur l'analyse du monde, ce que j'appelle externe, c'est-à-dire tout ce qui vous entoure, les personnes, les événements et les mécanismes justement qui ne sont pas du tout en rapport avec ce qui se passe dans votre tête, mais toujours du monde extérieur. Est-ce que tu as déjà imaginé pouvoir être plus détendu, même dans ces circonstances ? Je recadre, j'utilise une question en considérant que ces circonstances sont des constantes et je lui demande justement de quelle façon il est possible pour lui d'obtenir une forme de détente. Et écoutons la réponse. Moi du coup, j'essaye. Ça fait quelques années que je médite. Justement, je fais une pratique méditative pour réussir à
me calmer et à voir différemment les situations, à plus me sentir acculé et donc avoir besoin de me défendre. Par rapport aux examens, j'essaie de prendre ça plus d'une manière proactive et moins défensive pour... je sais que je travaille sur mon avenir et pas que je suis censé être agressé par le fait que je dois travailler. Donc j'essaye de gérer comme ça en redéfinissant un peu ce que les examens veulent dire pour moi. Parce que même depuis la primaire par exemple, depuis toujours, les examens c'est toujours un moment de stress. On est noté comparativement par rapport aux autres. Il y a plein de procédés, de valeurs de soi qui sont en jeu là-dedans aussi. Et donc c'est sûr que si on y va vraiment à l'aveugle et on se laisse avoir par tous ces procédés-là, ça peut devenir très agressif, faire peur, je pense. Au départ, il a tenté de nous inviter à comprendre les mécanismes qu'il utilise pour se détendre, notamment la méditation. Et puis rapidement, on peut avoir accès à quelque chose d'un peu plus personnel, c'est-à-dire une croyance, la façon dont la personne croit l'examen, la façon dont elle le vit, et elle le vit, elle explique le vivre depuis la primaire avec une forme de stress. Là, tu es en train d'évoquer un point super important, c'est le fait qu'effectivement, ça remonte aussi à quelque chose de plus ancien. Finalement, c'est pas nouveau. On est noté depuis l'école primaire. Et toi, est-ce qu'il y a un événement ou une situation comme ça qui résonne avec ce sujet, quelque chose que peut-être tu as vécu il y a plus longtemps et qui justement a probablement participé d'une certaine manière à intégrer cette idée que l'examen, c'est quelque chose de légèrement dangereux. La question a pour but de faire remonter la sensation dans le temps. Automatiquement, la personne va se connecter à l'émotion et examiner dans son passé ce qui résonne avec l'émotion. C'est une technique qu'on utilise en émotique qui justement nous permet d'accéder à ce qu'on appelle la résonance traumatique. Écoutons la réponse. Toute ma scolarité primaire jusqu'au collège, j'ai eu aucun problème à avoir des bonnes notes. Mais au collège en maths en 3e, je me suis rendu compte que je pouvais plus juste rien faire et qu'il y avait beaucoup de travail derrière et que j'étais en échec en maths. Et là, je me suis vraiment rendu compte, j'ai beaucoup perdu ma confiance en moi par rapport à mes résultats académiques que je pouvais avoir. On sent bien qu'il s'est passé quelque chose. On remarque bien que le mot échec est associé justement à cette période, à ces événements de notes, notamment particulièrement en maths, et automatiquement on remarque l'influence que ça a eu sur la fameuse confiance en soi. Et après, ma confiance m'est revenue quand j'ai fini par repasser mon bac au DAU, donc en un an à l'université, et que je me suis rendu compte que si je produisais vraiment du travail et que je faisais attention à ce que je faisais, je pouvais réussir. Et ça, du coup, après ça, j'avais moins peur des examens. J'ai eu toute une période lycée qui m'a fait carrément arrêter de lycée de stress par rapport aux examens. J'ai eu une grande peur au niveau lycée et à l'université quand je suis revenu, je me suis prouvé moi-même que je pouvais réussir et donc ça a enlevé beaucoup de la peur que j'avais par rapport aux examens et j'ai pris confiance en ma capacité à apprendre des choses et donc tout de suite ça fait moins peur. J'y vais beaucoup moins stressé aux examens parce que je sais que les résultats que je fais, ça va dépendre de si j'ai travaillé ou pas. La confiance a pu se reformaliser d'une autre manière, notamment quelques années plus tard. Cependant, on remarque qu'une trace est restée et on va voir ensuite de quelle manière justement cette trace continue d'exister. Donc j'ai pris la responsabilité de mon échec. Si vraiment je stresse, c'est que c'est moi qui ai mal fait en n'apprenant pas ce que j'avais à apprendre. La personne nous parle vraiment de responsabilité. On voit le virage qui a été effectué. La personne a commencé à changer de point de vue fondamentalement sur la manière d'aborder l'examen et surtout sur la façon de se représenter sa capacité à travailler. La confiance repose toujours sur la manière dont on croit en son potentiel. Super, je te remercie. L'interview était vraiment super. Je te souhaite une bonne journée. Donc là, on part sur une nouvelle personne. C'est parti. Comme tu as dit, je dors très peu et je fume. Je dors très peu et je crois que c'est aussi dû au fait que je suis beaucoup sur mon téléphone et que je suis un peu addict à la dopamine de mon téléphone. Ok, alors là, c'est super puisqu'effectivement, elle nous parle de deux choses différentes. Le tabac
et l'insomnie, et nous parle également de l'addiction à son téléphone. Ce qui est fantastique, c'est qu'elle va utiliser un terme, le terme de dopamine, qui représente le neurotransmetteur du plaisir, de la satisfaction globalement, et elle va nous expliquer le fonctionnement de son addiction autour de ça. C'est par habitude en soi, c'est juste comme c'est en soi le téléphone c'est comme toute addiction, du coup quand j'arrête, j'ai envie de regarder, et de plus en plus je regardais mon téléphone, et de plus en plus je m'arrêtais pas parce que du coup ça faisait plaisir à mon cerveau d'avoir la dopamine. Voilà, alors là on a l'explication de type neurosciences les plus classiques. L'addiction, ça fait plaisir à mon cerveau, c'est l'habitude. Et nous, on va aller plus loin parce qu'on est sur une émission qui justement nous invite à comprendre le lien qui existe entre émotion et comportement compensatoire. Et donc, regardez bien la question que je pose pour aller plus loin. Derrière ça, derrière ce comportement, d'après toi, il y a... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui pourrait justement faire que c'est pour ça que c'est pas facile pour toi de changer? De changer, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, mais c'est compliqué parce que je pense que juste mon cerveau il refuse l'ennui, parce que du coup derrière ça veut dire qu'il faut réfléchir à le pourquoi du comment on veut pas être ennuyé, et j'ai pas très envie de faire ce genre de choses. Du coup je préfère juste oublier et faire d'autres choses entre temps pour pas y réfléchir à certaines choses, quoi. Elle nous avoue tout à fait honnêtement qu'elle n'a pas très envie d'être ennuyée. Et c'est justement ça qu'on va rechercher. C'est là où on va aller creuser. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, encore une fois, tu dis que ce que tu as envie de dire pour évoquer peut-être ces choses auxquelles tu n'as pas vraiment envie de réfléchir. Je suis quelqu'un de très anxieux et qui fait beaucoup d'angoisse, et du coup je sais que là cette année j'essaie de faire beaucoup d'efforts par rapport au fait parce que je sais que ça me gâchait la vie. Donc faire beaucoup d'efforts au quotidien pour aller en cours tous les jours, pour faire des choses, etc. Mais du coup, je sais que je renfouis beaucoup d'angoisse et beaucoup de choses, et que souvent, quand je vais m'arrêter, il y a toutes les mauvaises pensées qui vont ressortir, de genre tout ce que je me dis quand d'habitude j'angoisse énormément. Et du coup, ça va ressortir que dans ce genre de moment, quoi. On est sur l'émotion. On a enfin mis le doigt sur l'angoisse et on est dans le cœur du sujet. On remarque effectivement que l'addiction se développe plus à partir du moment où il y a plus d'angoisse. Donc on est au bon endroit, on va continuer de creuser encore un peu. Il y a quel genre de pensée quand il y a de l'angoisse? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Moi, je sais que c'est beaucoup par rapport à mon physique. Je sais que j'ai l'impression qu'on considère beaucoup que beaucoup de gens me jugent dans la rue, etc. C'est pour ça que des fois, je vais avoir du mal à sortir, etc. Parce que j'ai l'impression que tout le monde me regarde ou que tout le monde me juge. Et souvent, c'est par rapport à aussi juste mes comportements. J'ai l'impression que tout le monde me juge par rapport à ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Et je sais que c'est beaucoup les angoisses, et surtout par rapport à ce que les gens peuvent percevoir de nous. Ça va nous angoisser que les gens aient une mauvaise vision de nous, etc. On a enfin le lien entre son angoisse et ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez, on est complètement sorti du comportement de compensation. Là, on est vraiment sur le système de pensée, on est sur le système de croyance, et on remarque la manière dont la personne souffre d'angoisse vis-à-vis principalement du jugement des autres, du regard des autres. Là, tu es en train d'évoquer cette angoisse. J'imagine qu'elle n'est pas tombée du ciel. J'imagine que c'est pas nouveau non plus. Ça fait peut-être un certain temps. D'après toi, ça a commencé quand un peu tout ça? Depuis la temps d'enfance. En vrai, depuis que je suis scolarisée, je pense depuis vraiment l'école, les enfants sont méchants. Ouais. Et du coup, ça n'a pas pu faire forger une belle confiance en soi dans le fil des années, quoi. On est revenu directement à la période concernée. Vous voyez qu'il m'a suffi une seule question pour revenir directement à ce qui est en lien avec l'angoisse. C'est-à-dire, on est en train de remonter le fil. D'abord, on a l'insomnie et la consommation de tabac, puis l'utilisation addictive du téléphone. Et maintenant, on est déjà revenu sur l'école primaire. Quand tu dis les enfants sont méchants, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu peut-être des phrases ou un événement, quelque chose comme ça, quand on en parle, qui traverse ton esprit? Non, en vrai, pas tant. Je crois que c'est juste un peu une globalité de juste... Après, c'est souvent aussi depuis toujours un peu dans ma tête, je pense, mais juste une globalité d'une impression de ne pas forcément être aimé par certaines personnes, et du coup de se demander pourquoi, et se dire c'est forcément par rapport à mon physique ou par rapport à si je vais dire telle chose, etc.
Et du coup, juste une globalité. J'ai pas d'événements marquants, Ouais. juste un ressenti global, voilà. Quand les événements sont pas particulièrement marquants, mais qu'il y a une somme d'événements, le cerveau on retient ce qu'on appelle une impression. Et donc cette impression, elle va venir se renforcer bien sûr à chaque réitération, chaque occurrence. C'est-à-dire chaque fois qu'une personne va refaire une remarque un petit peu déplacée ou mentionner une forme peut-être de rejet ou de non-acceptation, et automatiquement la personne va classer cela toujours dans le même dossier. C'est probablement en lien avec mon physique, c'est probablement en lien avec ce que je suis, et c'est pour ça que cette personne réagit de cette manière. On va voir à ce moment-là que généralement, tout le contexte de chaque situation est mis de côté, c'est-à-dire que à chaque fois, l'explication de la distance ou du rejet va être fournie par c'est probablement mon physique, c'est probablement ce que je suis. Je te remercie vraiment de ton témoignage parce qu'il est super honnête et vraiment ça nous permet d'évoquer quelque chose qui se passe dans la tête de beaucoup de personnes. C'est finalement est-ce que les autres m'aiment, comment je me fais accepter, comment parfois aussi on peut se sentir rejeté ou simplement ignoré, on se pose des questions, on se demande ce qui se passe dans la tête des autres et la manière dont ça peut créer une angoisse au quotidien, et que cette angoisse au quotidien automatiquement elle peut amener à des compensations comme celle que tu as décrite, donc parfois l'utilisation du téléphone ou même les difficultés à s'endormir. Je te remercie vraiment, c'était une super interview. Je te dis à bientôt. Ouais. Alors là, évidemment, on part sur une nouvelle personne, donc je vous laisse écouter directement. Alors moi, je dors très mal. Je suis insomniaque depuis que je suis adolescente, donc ça m'a toujours suivie. Okay. Moi, ça passe beaucoup par le ventre. Je fais énormément de baisse de tension. En fait, tout passe énormément par le corps. C'est ça. C'est pas tant l'esprit, c'est plus vraiment sur mon corps. Bon, après, du coup, c'est lié, mais Bien sûr. Mais c'est vrai qu'à un moment donné où ça allait pas, au début, tout mon corps commençait à se relâcher. Je comprenais pas, je me disais, mais j'ai des baisses de tension, donc en plus, ça va pas dans la tête, et maintenant, c'est le corps qui suit. J'en pouvais plus. Alors là, c'est fantastique puisque l'émission porte à la fois sur les mécanismes d'addiction, ce qu'on appelle les comportements compensatoires, et la psychosomatisation. Et là, c'est fantastique, nous avons une personne qui nous évoque justement tout ce qui se passe dans son corps lorsqu'elle se trouve dans un fonctionnement émotionnel. Pour l'instant, elle est surtout en train de décrire une somme de symptômes, l'insomnie, les douleurs dans le ventre, etc. On va voir la suite. Et sommeil, mais c'est vrai que sommeil, comme je suis insomniaque depuis toujours, je me suis jamais réellement questionnée là-dessus, par rapport à ça. Lorsque les personnes vivent quelque chose depuis très longtemps, souvent, elles ne se questionnent pas. C'est-à-dire, elles s'habituent, même si c'est difficile, on tolère, on fait en sorte que ce qu'on vit puisse être relativement acceptable dans notre quotidien. Et finalement, parfois, on ne fait même plus le lien avec ce qui se passe dans notre tête ou ce qui se passe au niveau émotionnel. Ok, donc ça, c'est vraiment les manifestations physiologiques. D'après toi, qu'est-ce qu'il y a derrière ? De mon côté, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires de transposer quelque chose sur un petit peu comme quand on veut essayer de se taper autre part pour avoir mal autre part et pas penser à la douleur de base. Mais je sais que ça vient de problèmes un petit peu plus profonds que j'arrive à régler au fur et à mesure, et du coup ils disparaissent au fur et à mesure, et ça me prouve en fait que du coup ils étaient là de manière inconsciente pour un petit peu en signal d'alerte pour me dire réveille-toi, maintenant il faut agir, quoi. Elle va nous donner sous une forme en quelque sorte de métaphore la fonction du symptôme. C'est-à-dire qu'effectivement, on remarque qu'il y a une douleur à l'intérieur. On voit bien avec sa main la manière dont elle indique son corps. Et justement, elle évoque la façon dont taper ailleurs va remplir une fonction. Ça signifie que tu as commencé à prendre conscience. Ça, c'est vraiment le phénomène qu'on souhaite mettre en lumière. Et ça a commencé justement à te permettre de changer un petit peu et d'apporter un peu plus de confort. Est-ce que tu es d'accord, et je sais qu'évidemment, encore une fois, tu me dis que ce que tu as envie de me dire, pour évoquer de quoi tu as pris conscience et finalement, ces problèmes, c'était quel genre ? Alors, je faisais beaucoup d'anxiété.
Donc j'ai commencé une thérapie par rapport à des problèmes antérieurs et à un moment donné de ma thérapie, donc peut-être 6 mois après, je me suis rendu compte que c'était mon corps qui commençait à parler et je me suis rendu compte que c'était vraiment plus grave que ce que je pensais et qu'il fallait aller un petit peu plus loin dans la thérapie, autre que psychologue, plutôt psychiatre. Et à ce moment-là où il y a eu un petit peu un déclic. Et donc mon corps a commencé à somatiser tout ce que j'ai cité avant. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir vraiment psychiatre, tout ça, à me faire entourer et à conscientiser que le problème était vraiment dans ma tête et pas physique, c'est à ce moment-là que en fait tous mes problèmes physiques sont partis. Donc maintenant, des fois l'anxiété ça peut causer encore des maux de ventre, mais il suffit de le savoir et de le comprendre et d'avoir les outils pour le gérer. Et après on arrive à faire disparaître ce genre de mots MAUX. Et c'est comme ça que moi j'ai réussi de me débarrasser au fur et à mesure. C'est juste en prendre conscience et travailler dessus surtout. On est vraiment sur le lien qui existe entre symptômes physiques et mécanismes émotionnels. Elle cite l'anxiété et elle explique clairement le moment où la prise de conscience lui a permis d'aller mieux. De quoi tu as pris conscience? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi et qui était probablement la source de cette anxiété? Je pense que c'était le fait que j'étais dans le déni, tout simplement. Il y a beaucoup de choses que je minimisais, que je pensais qu'il n'y avait pas tant d'impact sur moi, que j'ai beaucoup normalisé aussi au fur et à mesure du temps, que ce soit dans mon cercle familial, cercle amical, tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai normalisées et que j'ai voulu me dire que c'était ok, et finalement mon cerveau me disait que c'était pas ok. On remarque bien la présence des deux niveaux, ce que j'appelle conscient et inconscient, hein. Là la personne utilise le mot cerveau. On remarque qu'au niveau conscient, eh bien, elle normalise peut-être des événements, des attitudes, des comportements, je ne sais pas, hein, bien sûr, je le suppose. Et au niveau inconscient, on remarque qu'il y a une résistance. Ça va passer par une sorte de mécanisme qui est différent pour chaque personne, mais que cette personne nous exprime sous le terme déni. Donc effectivement, c'est très intéressant de remarquer les deux niveaux qui fonctionnent justement de manière à la fois synchrone et légèrement paradoxale. Et du coup, j'ai pris conscience de ces choses-là. J'ai pris conscience que le problème n'était pas moi et qu'il fallait juste que j'arrive à travailler avec ce qui m'était arrivé. Et au fur et à mesure du temps, on a les outils, on a les manières de comprendre et ça s'apaise de plus en plus. Mais c'est juste qu'il faut prendre conscience des soucis, entre guillemets, qu'on a, des problèmes, des choses qui sont plus sensibles ou non pour nous. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on arrive à vivre avec, c'est juste des outils et de la compréhension, surtout de soi, je pense, qui est le plus important. Il y a toujours ce phénomène de dissociation, le moment où la personne comprend que c'est pas quelque chose qui correspond à ce qu'elle est, mais à la manière dont elle a vécu les événements, dont elle les a interprétés et dont elle peut justement aujourd'hui les réinterpréter et les voir d'une autre manière. Alors ça, c'est vraiment ultra positif comme message parce que ça nous permet d'avoir un témoignage brut d'une personne qui a déjà commencé tout ce processus de développement et de prise de conscience. Je te remercie vraiment de ce témoignage, c'est ultra positif et ça va sûrement inviter plein d'autres personnes qui nous regardent à réaliser que c'est possible de changer. L'émission se termine. Aujourd'hui, nous avons examiné le cas de ces 3 personnes et bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce si vous avez apprécié ce contenu et rendez-vous pour l'épisode suivant. À une prochaine. À bientôt.